appel de devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la session précédente et apprécier les résultats obtenus dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. C'est l'objet de la session du Comité national de pilotage des mécanismes d'investissement pour la consolidation de la paix au Mali. Une rencontre présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. C'est demain que s'ouvrent les travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Plusieurs conventions et accords seront signés dans différents secteurs. L'ORTM, à travers son directeur général, signera aussi un partenariat avec l'agence Verutim dans le domaine de la coproduction. Les enjeux de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Djeli Makantiabate. Le département en charge de la culture adresse le bilan à mi-parcours de l'année de la culture au Mali. Le document retrace l'ensemble des actions menées de janvier 2025 à nos jours. Il a été rendu public à la faveur d'une conférence de presse animée par le premier responsable du département. Dans le grand format de ce soir, la rédaction nous fait voyager à travers le 6e art, le théâtre. Aujourd'hui, dans ce secteur, la légèreté est en train de prendre le dessus sur la créativité. Alpha Maïga est allé à la rencontre des acteurs concernés à suivre les regards croisés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale ont co-présidé jeudi dernier le comité national de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali, un organe de gouvernance du Fonds pour la consolidation de la paix et du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Il s'agissait d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la session précédente et apprécier les résultats obtenus dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. Commentaire Kassim Diallo. La prévention, la gestion des conflits et la mobilisation des ressources pour le financement des projets visant à améliorer les conditions de vie de la population étaient les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. Le Comité national de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali a évalué l'état de mise en œuvre des recommandations afin d'apprécier les résultats obtenus. Si on regarde tout ce qui a été mis à la discussion du Mali, en termes de budget, nous-mêmes, en termes de prêts qu'on fait au niveau des banques et en termes d'intervention des partenaires, et je vous assure, bien utilisé, on va régler nos problèmes à 80%. Si on commence à essayer de convaincre les villageois, les populations, pour dire que ce projet est bon pour vous, c'est que peut-être que ce n'est pas bon. Il faut les laisser eux-mêmes des choix de dire, de choisir, ok, ça c'est ce qu'on veut. Et là, ça va nous ramener aux différents PDSEC. Les PDSEC s'arrêtent au niveau des collectivités. Et la collectivité, c'est la collectivité commune. Les PDSEC ne couvrent pas forcément les besoins prioritaires des villages. Et aujourd'hui, la nature du conflit fait que l'accent doit être porté au niveau villageois. Le ministre Abdoulaye Diop a surtout insisté sur la nécessité d'aligner les interventions et les actions concernant les besoins essentiels de la population et les priorités nationales. L'exercice de cet après-midi consiste à examiner l'état d'avancement des projets du Fonds de consolidation de la paix, appelé PDF,
et du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire au titre du premier semestre 2025 et formuler éventuellement des recommandations en vue d'assurer leur mise en œuvre optimale. Des défis demeurent et qui nécessitent notre engagement collectif, mais aussi notre capacité à réadapter nos approches. À l'issue des échanges, les participants ont recommandé le renforcement de la coordination et de la synergie d'action dans la mise en œuvre des projets de consolidation de la paix au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est d'ailleurs à Abu Dhabi pour la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis qui s'ouvre demain. Plusieurs conventions et accords seront signés dans l'intérêt des peuples. Mines, énergie, commerce, culture, éducation, des secteurs stratégiques qui devront connaître des améliorations dans un partenariat sincère. En marge des travaux, l'ORTM, à travers son directeur général, signera un partenariat avec l'agence Virutim dans le domaine de la coproduction. Voyons les enjeux de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Djeli Makandiapati. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2021, le président de la transition régionale d'Armée Assimi Goïta a fixé les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Dès lors, le Mali diversifie ses partenaires, des partenaires qui partagent les mêmes visions que notre pays. La tenue de la deuxième commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis concrétise ce partenariat stratégique. Et cela, conformément à la volonté du président de la transition régionale d'Armée Assimi Goïta et le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre Diop a à ses côtés ses collègues en charge du commerce et celui de l'énergie et de l'eau, ainsi que les représentants d'une dizaine de ministères. En marge des travaux de la deuxième commission mixte, l'ORTM, à travers son directeur général, signera un partenariat avec Virutim, une agence créative à la réputation montante dans le but de coproduire des contenus innovants. La taille de la délégation suffit pour comprendre les enjeux de cette rencontre bilatérale. Et ce sont les secteurs hautement stratégiques qui sont concernés avec la signature de conventions, accords et mémorandums. Flashback sur le point de la coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. Ce pays du Moyen-Orient enregistre plus de 1600 Maliens. 119 étudiants poursuivent leurs études dans des établissements émiratis. En 2024, les Émirats Arabes Unis ont enregistré la visite de plus de 22 000 Maliens et le volume des échanges commerciaux s'élève à près de 4 000 milliards de francs CFA. Des chiffres qui attestent la bonne dynamique de coopération entre les deux pays. En somme, cette commission a donc pour objectif de renforcer les partenariats dans les domaines des mines, des énergies renouvelables, la culture, l'agro-industrie et j'en passe. En termes de rappel, les Émirats Arabes Unis constituent une puissance mondiale dans le domaine de la sécurité et surtout de la technologie. Des expériences dont le Mali pourrait profiter dans la lutte qu'il mène contre le terrorisme. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis ce lundi 18 août 2025. Si le commandant en chef Fidel Castro Ruz était encore en vie, il aurait eu le 13 août 2025 exactement 99 ans. Pour l'occasion, l'ambassade de Cuba au Mali, en collaboration avec l'association des anciens étudiants et stagiaires maliens de Cuba, a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur de l'illustre disparu. L'événement marque le lancement des activités commémoratives de la journée internationale du centenaire de ce grand homme qui fut président de Cuba pendant 49 ans. Mariam Koulibaly. En adéquation avec son nom, le commandant en chef Fidel Castro resta fidèle à son peuple et à l'humanité, consacra sa vie à lutter contre l'injustice et la pauvreté. Ces valeurs permettent ainsi à l'homme d'entretenir de très bonnes relations avec les dirigeants et le peuple africain. Sans l'Afrique, sans ses fils et ses filles, sans sa culture et ses coutumes, sans ses langues et ses dieux, Cuba ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple cubain a été prêt toujours à faire des grands sacrifices pour soutenir le juste course
de peuples africains. Concernant le Mali, les relations avec Cuba remontent de 1960, forgées sur une amitié entre le président Modibo Keïta et Fidel Castro. Depuis, les deux pays n'ont cessé de développer de franches collaborations. Dans le domaine de la santé, avant les événements de mars 2012, le Mali comptait 118 médecins spécialisés de la brigade médicale cubaine. En outre, notre pays a été le premier pays en Afrique à avoir le centre Milagro, doté en équipements sophistiqués dans une coopération triangulaire avec le Venezuela. Je l'ai rencontré personnellement une fois, ce jour-là, dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Fidel Castro était assis 3 ou 4 gradins au-dessous de moi. Quand je l'ai vu, j'étais très content. J'ai pris une page sur mon calepin et puis je lui ai écrit un mot. Et puis à un moment, je sens qu'il y a une ombre qui est là, à côté. Je lève la tête et je vois Fidel debout à côté de moi. C'était extraordinaire. Et la première phrase qu'il m'a dite, je viens vous saluer parce que vous venez du pays de Modibo Keïta. Ces séances d'hommage se poursuivront jusqu'au 25 novembre 2026, date marquant le 10e anniversaire du décès de Fidel Castro. Depuis un certain temps, le Mali est engagé dans une dynamique de refondation qui touche tous les domaines de développement. Il s'agit par exemple de la défense, de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles et surtout de la relance économique. Toute tentative de déstabilisation pourrait vouer à l'échec les efforts fournis dans ce sens. La tentative déjouée par les autorités continue à susciter des réactions de quelques analystes au micro de Tiamoko Kounati. Lorsqu'on regarde l'état que traverse le Mali aujourd'hui en termes de lutte engagée contre la nébuleuse terroriste, en termes d'hostilité à laquelle l'État du Mali fait l'objet de la part même de certains pays de la sous-région et d'autres acteurs hostiles à l'État du Mali, une telle tentative serait non seulement un coup dur aux institutions de la République, mais dans le même temps, ça pourrait saper tous les efforts en cours, lesquels efforts ont pour nom la sécurisation du territoire, la souveraineté retrouvée, un maillage du territoire bien abouti. Nous avons affaire régulièrement à des tentatives de déstabilisation dans l'histoire de l'Afrique, de la France-Afrique. Donc beaucoup de coups d'État ont été faits avec l'appui orchestré par la France, donc avec la voie que nos autorités essayent de prendre, cette voie de l'indépendance. Et donc forcément c'est tout à fait logique et rationnel que ceux qui ne souhaitent pas que nous soyons indépendants, que nous nous développons, essayent de nous déstabiliser avec ce genre d'opération. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire du Mali, ce n'est pas nouveau aussi dans l'histoire de l'AES. On a eu aussi les mêmes tentatives au Burkina Faso. Lorsqu'on regarde un certain nombre d'États extra-sahéliens qui sont en bite avec l'État du Mali depuis les événements de 2022, naturellement que des États outre que sahéliens soient au cœur de la conspiration, cela n'est rien d'étonnant. N'oublions pas que l'État du Mali aujourd'hui vit à l'ombre de conspiration, vit à l'ombre justement de compétition entre les puissances occidentales. De toutes les façons, la justice va se pencher là-dessus. Le communiqué du gouvernement est assez clair là-dessus. Les auteurs ont été identifiés, donc les procédures judiciaires vont suivre leur cours. Ces tentatives ont toujours eu lieu avec la complicité de nos frères et sœurs depuis des siècles et des siècles. Et donc, pour cela, il n'y a pas d'autre solution que la cohésion des Maliens, de rester derrière notre transition, de rester derrière cette vision qui consiste à s'extirper de l'impérialisme et à lutter efficacement contre le terrorisme qui, je le rappelle, est aussi une forme de déstabilisation de l'État.
Suite à la tentative de déstabilisation avec le soutien des États étrangers, notamment la France, des communiqués de soutien et condamnation sont parvenus à notre rédaction. Ainsi, la tribu Kel Ansar et l'association Tamouzok saluent le courage, le professionnalisme et l'engagement des FAMA dans la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. La tribu Kel Ansar et l'association Tamouzok appellent par ailleurs tous les Maliens à faire bloc autour de nos forces armées en se détournant des discours de division et pour se concentrer sur les priorités qui sont la lutte contre le terrorisme, la restauration de la paix et la préservation de notre souveraineté nationale. 3 compagnies viennent de finir leur formation au centre d'aguerrissement de Tombouctou. Ces groupements tactiques interarmes ont suivi une préparation opérationnelle avant déploiement PEAD au centre de formation et de mise en condition opérationnelle durant 45 jours. Ils ont été outillés au maniement des armes légères et lourdes et suivi des cours au droit humanitaire international. Idrissa Goulou Sissoko. Des jeunes engagés, déterminés à défendre la mère patrie au prix de leur sang. Nous sommes au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. La préparation opérationnelle des hommes se poursuit avant leur déploiement sur le théâtre des opérations communément appelé POAD. Ils sont plusieurs JTA à achever cette semaine leur formation dans le centre après 45 jours d'aguerrissement. En plus de la formation physique, ils ont renforcé leur capacité dans le maniement des armes légères et lourdes et le combat en zone urbaine. Et ce sont des jeunes prêts à faire face à l'ennemi. Des modules tels que l'armement, la topographie, le combat. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Ça part dans l'ensemble. La connaissance hier, ça part. Cette formation en PEAD à Tombouctou nous a été très utile. Elle nous a permis d'apprendre plusieurs choses, la cohésion entre les hommes et comment évoluer sur le terrain. Surtout en tant qu'élément de la prévôté, elle nous a été indispensable. Nous avons aussi bien maîtrisé le mode d'action de l'ennemi sur le terrain. Et enfin, la technique des tirs nous a permis d'avoir l'effet surprise sur l'ennemi. Nous avons formé 3 unités, les sous-GTA Trois-Marans, les sous-GTA Kounari et les sous-GTA Niafunke. Ces unités doivent être déployées très bientôt, donc on a eu à faire leur préparation opérationnelle avant le déploiement. Et en plus de ça, on a formé les unités de police, de la gendarmerie, de la garde nationale, de l'armée de l'air et de la protection civile. Ces unités se sont familiarisées avec les différents corps, se sont familiarisées avec les armes collectives et en plus, au-delà de la cohésion, ils ont eu à faire des modules poussés concernant leur mode d'action. Parce que ces unités de la police, de la gendarmerie sont plus proches de la population. Donc ils se sont familiarisés avec le combat en zone urbaine, les modules sur le sécurisme au combat et la familiarité entre les différents corps. Au terme de la formation, une démonstration de grande envergure des connaissances acquises devant les autorités régionales et militaires. Toutes choses ayant permis aux autorités politico-maliennes d'apprécier le savoir-faire des apprenants. La particularité de cette cohorte est qu'elle regroupe l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, la police, la protection civile et la garde nationale. Cela permettra une cohésion au sein des forces de défense et de sécurité dans une dynamique de faciliter la cohésion sur les théâtres d'opération. Une initiative saluée par les responsables des différentes unités. Ce que nous venons d'assister me rassure et me réconforte à plus d'un titre. Vous-même, vous avez vu les éléments qui manœuvrent main dans la main, toutes les composantes ensemble. Ça contribue sérieusement à renforcer la capacité opérationnelle des éléments et à faire face au mode opératoire de l'ennemi qui change à tout moment. Tout d'abord, tout militaire est un combattant, tout comme les gendarmes et les autres corps. Nous devons chacun se battre, travailler dans le cadre des opérations. Et cette formation nous a permis quand même d'avoir des gendarmes très bien formés. Et depuis le début de la formation, ça fait déjà 13 compagnies. Dans chaque compagnie, il y avait un groupe de gendarmes. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un noyau dur au sein de la région gendarmerie. Ce noyau permet aujourd'hui de défendre les unités de gendarmerie
avant l'arrivée de tout renfort. C'est ça un peu l'intérêt de cette formation. L'intervention, c'est la police. Chaque fois qu'il y a des missions régaliennes, que ce soit des missions régaliennes ou organiques, la police a toujours une portion en réserve en cas de besoin pour intervenir. Cette formation, c'est vraiment la bienvenue parce que ça a noté dans nos rangs l'agressement de nos hommes. Et en cas d'attaque, nous avons de quoi nous pouvons nous baser pour pouvoir confronter l'ennemi à tout moment, en tout temps et en toutes circonstances. Face au drapeau, le commandant de la zone de défense numéro 5 de Tombouctou invite les jeunes à plus d'engagement dans un contexte de lutte contre le terrorisme au Mali et par-delà au sein de l'espace confédéral. Je suis entièrement satisfait et je suis très fier de la formation donnée à ces éléments. Donc pour moi, c'est le lieu d'abord de féliciter ces formateurs-là qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la formation. Et à notre niveau, au niveau tactique, nous allons continuer avec la pérennisation de ces formations. L'objectif étant de créer l'accoutumance au feu pour ces éléments qui sont en formation et aussi la cohésion et la confiance. Et c'est ce qui permet de relever les défis qui sont les nôtres. À côté des hommes, une image insolite s'y trouve. Il s'agit de la présence d'une chèvre. Cette présence qui n'est pourtant pas anodine. Vous avez donné un colis précieux. Ce colis doit rester avec eux durant toute la formation, quelle que soit la situation. Parce qu'il y a des moments où la formation est très dure, très serrée. Ils doivent faire toutes les activités avec cette chèvre. Ils doivent avoir la vue sur cette chèvre à tout instant. Et nous, instructeurs aussi, nous avons le devoir de guetter cette chèvre pour pouvoir la lever. Et si la chèvre la lève, ça veut dire que la mission a foré pour les stagiaires. Voilà. Donc c'est comme si à leur sortie, tout colis précieux de l'état civil ou militaire qui sera donné sera pris en charge. Si ils savent que la chèvre est enlevée, ils auront de sérieuses sanctions. « 2025, année de la culture au Mali. Pour donner du contenu à cette initiative du président de la transition, le département en charge de la culture a élaboré un programme prenant en compte tous les domaines culturels. Ce programme, dont la mise en œuvre a commencé par la tenue des états généraux, inclut plus d'actions condensées dans un document présenté hier lors d'une conférence de presse. Elle était animée par le premier responsable du département, une conférence suivie par Tiemoro Konati. Bilan à mi-parcours de l'année de la culture au Mali. C'est l'intitulé de ce document de 56 pages retraçant l'ensemble des actions menées pour donner un contenu à un décret présidentiel plaçant 2025 sous le signe de la culture. Un document rendu public à la faveur de cette conférence de presse à l'initiative du département de tutelle. Nous avons travaillé sur 5 axes que nous avons appelés les objectifs culture 5. Le premier, c'est les réformes et la nouvelle politique culturelle qui nous a permis de mettre un cap, de mettre un boulevard, une vision pour les 10-20 ans à venir de notre pays, le développement du secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Le ton a été donné à partir des états généraux tenus ici à Bamako en janvier dernier. Cette rencontre de haut niveau qui a regroupé le monde culturel dans sa diversité, de l'intérieur comme de la diaspora, a permis de faire le diagnostic des anicroches qui entravent l'épanouissement des acteurs culturels. Le programme élaboré par le département en charge de la question s'inscrit dans la logique de revitaliser la culture en accordant une place de choix à la couche juvénile. Des initiatives locales du patrimoine en lien avec le patrimoine qui va aider les artisans, les acteurs, les artistes dans les territoires à se développer, mais également les programmes comme Faso Barokene, Faso Sifiso, qui ont permis de travailler sur une production et une diffusion d'outils d'art social avec 57 diffusions. Nous avons pu toucher plus de 21 000 enfants à travers les différents spectacles dans les écoles et au niveau des communautés. La liste n'est pas exhaustive. Ce programme de revitalisation de la culture ainsi annoncé connaîtra son apothéose avec la tenue de la biennale artistique et culturelle prévue du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou.
Les commissions ont commencé à travailler. Nous allons faire le pré-lancement de la Biennale le mardi à 15h au CICB ici, avec l'ensemble des 13 cercles de Tombouctou, avec une grande communauté de Tombouctou qui sont en pied d'œuvre, avec la Commission nationale. Et je pense aujourd'hui, chaque mois ou même 2 semaines, nous sommes à Tombouctou. Nous avons les financements qui sont en place. Le premier semestre de l'année s'achève, donnant lieu à l'ouverture du deuxième. Pour cette seconde étape, le département en charge de la culture qui constitue la cheville ouvrière de mise en œuvre de cette initiative présidentielle va maintenir le cap, rassure le ministre Mahmoud Daffé. Et toujours dans le cadre de l'année de la culture, le parrain du mois d'août a convié public et experts à une conférence débat autour du texte Bemba de Salif Keita, signifiant en malinké l'ancêtre. Entre poésie mandingue et appel à l'unité, chaque vers a résonné comme un pont jeté vers l'avenir. Le thème est Bemba, Salif Keita et sa quête d'une légitimité. La rencontre s'est déroulée au mémorial Moribo Keita en présence de notre reporter Moussa Kamara. Quand les Rossignol du Mandé entendent Bemba sous la voûte du mémorial Moribo Keita, c'est toute la mémoire d'un peuple qui reprend son chant. Bemba est un album de Salif Keita sorti le 1er novembre 2009, c'est Universal. Il comporte 10 titres. Bemba, écho du Mandé, lève le voile sur nos mémoires et nos espoirs en filigrane. Ces vers nous servent de fil rouge à la discussion, rappelant le pouvoir unificateur de la tradition orale. Assis face à un auditoire acquis à la cause, les parrains du mois d'août a fait résonner les premiers vers. Dans cette chanson, Salif annonce d'un ton sûr que les maîtres mandingues de la parole et de la musique, ceux-là même qui reçoivent le titre envié de Ngara, lui ont envoyé un message lui demandant de leur emboîter le pas et de tenir haut le flambeau de l'excellence artistique, Ngaraya. Cette conférence débat qui s'est déroulée autour de la chanson Bemba de Salif Keita a été une véritable masterclass pour les participants. L'exposé d'aujourd'hui, je pense que Chérif, il a fouillé et bêché. Bemba, 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 nos ancêtres. Il parle de l'ancêtre. Jusqu'à parler, n'est-ce pas, de la mère de Bemba. Et elle connaît, et ce que l'on connaît. De façon unanime, le contentement de tout le groupe apparaît. 70 ans d'existence et plus de 50 ans de carrière couronnée de succès sans faille. La conférence débat entre dans le cadre des activités planifiées par le département en charge de la culture. Ce matin, on est avec Bemba et Salif Keita. Aujourd'hui, lui aussi, il célèbre Salif Keita parce qu'il pense que Salif Keita est mal compris dans ses chansons. Il nous a expliqué ce que c'est que Bemba à l'auditoire. C'est une manière de revenir à nos sources. Quand les derniers accords se sont tus, chacun est reparti convaincu. La culture fidèle messagère demeure les socles de Mali rassemblés. Ce soir, la rédaction nous fait voyager à travers le 6e art, le théâtre. Le théâtre malien, quand la légèreté tue la créativité, c'est le sujet du dossier de la rédaction. Si hier la scène malienne vibrait de critiques sociales et de récits profondes, aujourd'hui on constate des productions légères, souvent comiques. Sur la question, le regard croisé d'un dramaturge, d'un metteur en scène, d'un comédien, un acteur culturel et un spectateur avec Alpha Maïga. Nous sommes vos prisonniers, mais cela ne nous empêchera pas de vous dire ce que nous pensons de vous. Nous sommes des militaires et ne faut pas perdre la mort. Mais avant de mourir, je voudrais que vous sachiez pourquoi vous mourrez, afin que votre mort ne soit pas vaine. Notre mort ne sera pas inutile, car nous savons pourquoi nous nous battons. Nous connaissons votre leitmotiv, c'est votre volonté inébranlable pour notre détermination. Je m'en vais vous dire que tant qu'il restera un seul soldat vivant, on ne cédera pas un pouce du territoire national. Longtemps resté pilier de la culture populaire malienne, le théâtre semble aujourd'hui en perte de souffle. La scène malienne, jadis vibrante de critiques sociales et de récits profonds. Le théâtre étant par définition une création littéraire, enfin disons littéraire liée à la culture, donc cette multitude de messages fait en sorte que les voix des sans-voix étaient connues, étaient portées par les auteurs, surtout à travers le jeu des acteurs.
Aujourd'hui, la scène malienne est dominée par des productions légères, souvent comiques. Nous, on ne se retrouve pas tellement là-dedans. Ça me fait bien. Ça me fait du bien. On a tendance à perdre cette motivation et cette connaissance. Mais c'est une perte. Théâtre et cinéma. Le théâtre malien, souvent tu regardes sur TikTok. Ça vous dit quelque chose? Non, pas trop. Il faut faire réfléchir le public. S'il ne voit dans le théâtre que l'amusement, que castigat ridendo mores, amuser, corriger les mœurs tout en s'amusant. Des années 1970, première biennale artistique, à 1988, 10e biennale, le théâtre malien faisait réfléchir, débattre et même déranger. Il portait la voix du peuple et dénonçait les injustices avec force. Kimba! Ouais! Ça va. Srekenyami, c'était une commande de l'UDPM pour préparer son congrès. Donc on l'a joué pour la première fois en 1989. Parce qu'il a connu le régime de l'UDPM, oser jouer des pièces comme, ou écrire des pièces comme Wari ou comme Srekenyami, pour moi c'est un peu, entre guillemets, suicidaire. On a joué, chacun a eu peur, beaucoup ont eu peur dans la ville, mais ça va. Aujourd'hui, ce sont des sketchs courts, des scènes improvisées et souvent sans structure qui dominent. La légèreté l'emporte, mais au détriment de la profondeur. On est dans l'ère du Djeniganyimi. Bon, même, ce n'est même plus du Djeniganyimi, c'est Kenenyimi maintenant. Là. On n'a pas le temps de travailler et de voir mûrir les choses. Nous devons avoir des résidences d'écriture, des ateliers d'écriture où les gens vont apprendre à poser sur du papier blanc. En somme, peu de formation, peu de textes originaux et un théâtre qui s'éloigne de son rôle d'éducation populaire. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Juste pour faire passer l'information dont tu veux que le public reçoive. À la demande du public, ou bien souvent aussi, on essaie d'amener le public avec nous dans tout ce qu'on fait. Pourtant, des solutions existent. Former, soutenir, encourager la création et redonner au théâtre sa place dans l'éducation et la culture. Il faut mettre en place un cadre structurel qui permet un accès organisé et régulier à la culture et qui va être une sorte de marché pour les artistes. Le théâtre n'est pas théâtre tant que ce n'est pas avec un décor qui parle, même si les acteurs ne parlaient pas. Le théâtre, c'est la forme de communication, le message qui est là, la sensibilisation qui est là, l'éducation qui est là et directement porté à une personne. D'ici là, les regards sont tournés vers Tombouctou où sont attendues 20 pièces de théâtre en compétition au cours de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Plongeons-nous à présent dans les méandres des nattes artisanales à base de rogniers ou des palmiers. En Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Mali, les nattes sont souvent utilisées comme lit de couchage, en particulier dans les zones rurales. Au-delà de cet usage, ces nattes ont un rôle capital dans les rituels funéraires et les mariages. Elles offrent également une alternative rafraîchissante et confortable pour dormir, surtout pendant les périodes de chaleur. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de notre équipe de Hassan, dirigé par Drissa Kouni. Jadis, utilisées régulièrement dans nos sociétés, les nattes artisanales étaient un élément phare dans les traditions africaines, notamment en milieu rural. Ainsi, dérouler la natte à son invité symbolisait un accueil chaleureux avec tous les honneurs. Un étranger, quand il vient chez toi, et que tu déplies la natte pour lui, cet étranger-là doit avoir l'esprit que tu t'es ouvert à lui. Le marché de la natte artisanale est très timide actuellement. Sinon, je vends les deux qualités. Les nattes aux bordures noires pour les mariages et celles de la couleur unique pour les rites funéraires. Souvent, certains accompagnateurs des malades à l'hôpital viennent les acheter parce qu'elles produisent moins de chaleur. Cela fait 35 ans que je fais ce commerce ici.
C'est compte tenu de son importance que je vends ces nattes artisanales. Ce sont ces nattes qui étaient utilisées depuis la nuit des temps. Nous ne pouvons pas tout abandonner au profit de la modernité. Dieu merci, ça marche un peu. Ces nattes tissées à partir de matériaux naturels comme le raffia, le bambou ou encore le rognier, sa technique de fabrication est un art. Elle est léguée de génération en génération. Dans la région des Sangs, ce métier est presque réservé aux femmes. Nous avons hérité ce métier de nos mamans. Nous ne faisons que ça ici à Sang. Depuis 8 ans que nous y sommes installés. Après avoir acheté les feuilles de rognier au marché, nous travaillons tous les jours de 8h à 14h. Cela nous permet de gagner notre vie. Même si la confection d'une natte peut prendre une semaine et que l'unité coûte 1500 francs. Les nattes artisanales sont à base de feuilles d'arbre. Son utilisation purifie l'être humain. Certaines personnes viennent chercher avec nous les bordures noires qui l'entourent pour en faire de l'encens. Ça chasse les esprits maléfiques. Les nattes artisanales, en plus d'offrir une alternative confortable et rafraîchissante pour le couchage pendant les périodes chaudes, reflètent notre société par ses caractéristiques. La natte est à l'image de notre société. Tu vois comment c'est tressé du début jusqu'à la fin. Notre société est à cette image. Quand tu pars au marché, regarde comment les gens se faufilent. Nous devons recoudre notre tissu social de la sorte. C'est ça la natte. Dans toute la localité de Ngwa, nous utilisons les nattes artisanales, surtout à bordure noire pendant la période des noces. Ceci est bien spécifié à celui qui part l'acheter. Avec la modernité, les usages traditionnels liés à ces nattes tendent à disparaître dans beaucoup de localités. Pourtant, ces nattes ont des vertus dans des rites spécifiques tels que les cérémonies de mariage. En accompagnant la nouvelle mariée, on tient la natte en main et on lui dit ceci. Si ton cœur est noir, comme les bordures de cette natte, il va falloir changer car tu dois désormais avoir un bon cœur, être l'aiguille et le fil pour coudre le tissu familial et non l'effriter. Et après nous posons la natte en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Idem pendant les rituels funéraires selon les cultures. Quand il y a un décès dans le village, nous achetons la natte artisanale dans laquelle nous couchons le défunt. Nous sommes nés trouver cette pratique et elle continue toujours. C'est surtout la natte à la couleur unique que nous utilisons. C'est une pratique qui fait partie de nos us et coutumes. Chez nous, après le décès du mari, chacun des beaux-frères t'apporte une natte aux bordures noires, quel que soit leur nombre. On les superpose une à une, les couds, et tu commences ton veuvage là-dessus. Cette étape marque la fin d'une histoire et le début d'une autre. Après les 4 mois et 10 jours du veuvage, on te demande si tu veux te remarier à un de ses beaux-frères. Dans certaines localités, si ta décision est négative, on remet toutes ces nattes à une vieille du village ou une veuve du 3e âge, ce qui signifie la fin de ton séjour dans cette famille. Vous comprenez donc avec moi que la natte artisanale est plus qu'un simple objet. Au-delà de sa sacralité, les nattes artisanales sont aussi considérées comme des mobiliers de foyer, servant de décor et à couvrir les planchers ou à revêtir les murs des pièces d'habitation. Sa disparition peu à peu au profit des nattes modernes n'est-elle pas une menace pour ce corps de métier?
L'association des éditeurs de presse privée ACEP vient de procéder au renouvellement de son bureau. C'est à la faveur d'une assemblée générale à l'issue de la rencontre. C'est Boubacar Yalkoui qui a été élu à la tête d'un bureau consensuel de 25 membres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Un mandat qu'il place sous les signes de l'unité et la cohésion au sein de l'organisation. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Boubacar Yelkoui prend la tête de l'ACEP pour un mandat de 3 ans. L'association des éditeurs de presse a désormais un nouveau bureau composé de 25 membres. Ce dernier aura la lourde tâche de conduire les destinées de l'organisation pour les 3 prochaines années. Placé sous le signe de l'unité et de la cohésion, ce mandat s'annonce décisif pour relever les nombreux défis auxquels font face les éditeurs de la presse. Je prends l'engagement avec l'ensemble de mon équipe à redonner à notre association la place qui lui sied dans le paysage médiatique malien, à cultiver la cohésion entre tous ses membres sans distinction de tendance, à favoriser l'unité et à concourir pour promouvoir l'excellence et le professionnalisme. 3 candidats étaient en lice pour cette élection organisée grâce à l'implication de la commission de facilitation mise en place à l'initiative du bureau sortant. Notre réconfort a été que chacun des candidats était partant pour le consensus, que désormais, après tout ce que nous avons connu et tout ce qui a été connu en notre propos qui n'est pas favorable pour notre profession et pour notre métier, qu'il fallait vraiment un consensus. Donc les 2 candidats ont désisté au profit de Yalkoui pour être le président de l'ACEP. Ce rendez-vous électif a également permis au bureau sortant de dresser le bilan de ces 3 années de gestion. La dotation de l'ACEP d'une imprimerie de solidarité réduit les coûts que nous avons tous, la promotion de la protection sociale pour prévenir et gérer les risques que nous avons tous, la mise en place d'un mécanisme de veille et de prévention des dérives à l'éthique et à la déontologie dans les organes de presse, le renforcement des capacités professionnelles et entrepreneuriales face à la nécessité de l'émergence d'entreprises de presse performantes. Plus de 170 directeurs de publication sur les 239 membres reconnus par l'association ont pris part à cette assemblée élective, témoignant ainsi de l'importance de ce renouvellement à la tête de l'organisation. Les confréries soufis et la construction de la paix et la sécurité au Mali, c'est le thème d'un colloque organisé hier par le groupement spirituel des leaders musulmans du Mali. La rencontre vise à recadrer les actions du groupement qui traverse une période de trouble face à la montée de l'extrémisme religieux contre certaines tendances. Les leaders religieux ont saisi l'occasion pour appeler les musulmans à la paix et à la cohésion entre tous les fils du pays. Reportage Mamadou Fani. Ce colloque national du groupement spirituel des leaders musulmans du Mali est un moment de communion et de retrouvailles entre les membres du groupement. Occasion pour le bureau de faire le point sur la vie du groupement qui traverse des moments difficiles. Il s'agit de réfléchir sur les attaques dont fait l'objet le mouvement soufi et d'autres tendances religieuses au Mali et surtout de réaffirmer leur droit à célébrer les ziyaras et les maulids en toute sérénité. On a constaté que il y a une attaque sur les symboles de ces différents tarikas. À des interdictions, enfin à l'empêchement de certaines ziyaras telles qu'à Djili, telles que la ziyara de Cheikh Salah, et ça continue, la ziyara de Degembéré, tout ça, ça a été interdit par le fait des djihadistes. Et aujourd'hui, le groupement, vraiment, on est à l'orée des cérémonies de Mauloud, qui va se tenir dans la première semaine du mois de septembre, et précisément le 4 septembre. Le groupement a toujours eu cette démarche occulte, cette démarche officieuse de souder et de défendre les intérêts de notre pays, et on est toujours dans cette logique. Le renforcement de la paix, l'entente entre tous les musulmans du Mali sont des valeurs qu'incarne le groupement spirituel des leaders religieux du Mali. La tenue de cette rencontre constitue donc une tribune de dialogue entre tous les musulmans du Mali.
Nous avons une obligation de cette mission de rassembler tous les musulmans du Mali, quelle que soit leur tendance. Les Jara et les Maouls permettent d'éduquer et de former les populations à la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Cette rencontre doit nous unir pour l'intérêt collectif du pays. Les thèmes sous lesquels est placé ce colloque national, à savoir les confréries soufis et la construction de la paix au Mali, me donnent l'occasion de rappeler le rôle combien important que jouent les leaders spirituels et musulmans. Les autorités maliennes, par ma voix, expriment encore toute leur reconnaissance au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour toutes les bonnes initiatives qui ont servi de ciment entre les citoyens. La rencontre sera marquée par des conférences et prières pour le Mali. Le groupement spirituel des leaders musulmans du Mali voit en cette rencontre comme un cadre de redynamisation de leur mouvement. La communauté chrétienne de Niamey s'est rassemblée ce matin à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Yantala pour une prière pour la nation, une initiative portée par l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Cette rencontre qui a mobilisé des fidèles responsables religieux a vu la présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif. Compte rendu Moustapha Amadou et Amidou Amadou. Face aux défis multiples auxquels le Niger fait face avec détermination, les chrétiens se mobilisent davantage, eux aussi, pour apporter leur contribution. Hommes, femmes, jeunes et enfants, unis dans un esprit de foi et de patriotisme, ont prié pour la nation. Ils ont invoqué la paix, la cohésion sociale et le développement du pays. Ce fut un moment de grâce, ce fut un moment de joie. Ce fut un moment de foi que nous avons passé au pied du trône de grâce devant Dieu pour lui apporter notre nation, son présent, son avenir, les gouvernants, les gouvernés, toute la nation, qu'elle soit couverte par la grâce, la miséricorde et la protection divine de Dieu. Pour les responsables de l'Amen, cette rencontre spirituelle se veut un moment de recueillement, mais aussi d'engagement citoyen. Nous aimons notre nation, le Niger, et c'est pourquoi nous voulons élever notre nation, le Niger, devant Dieu et parler à Dieu de toutes les préoccupations de notre nation. Des prières dans plusieurs langues locales ont été faites pour que Dieu, dans sa grâce, protège le Niger de tous ses ennemis internes et externes. À travers cette initiative, l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger entend contribuer à bâtir un climat de paix et de stabilité au Niger. Car au-delà de toute action, la paix véritable vient de Dieu. Le Bureau national des grands projets du Burkina Faso a procédé à un reboisement à Sunga-Lodaga dans la commune de Bama. Plus de 3000 plants de plusieurs espèces ont été mis en terre sur une superficie de plus de 5 hectares. Une journée de plantation d'arbres qui a pour objectif la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Une cérémonie marquée par la présence de 2 membres du gouvernement. Les détails avec Betty Bié Naon et Salam Daballa. Le développement communautaire, une des initiatives présidentielles dans sa composante 2, ici mise en œuvre par le chef du département en charge de l'environnement, Roger Barreau, et le secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara. À l'initiative de cette journée de reboisement, le Bureau national des grands projets du Burkina, en partenariat avec le programme de développement intégré de la vallée de Samandine. La cérémonie de ce matin, c'est en droite ligne du message de son Excellence le camarade président et également de son Excellence le Premier ministre qui consiste à œuvrer en sorte à reverdir le Burkina Faso. Donc c'est dans ce sens que le Bureau des grands projets du Burkina n'a pas voulu rester en marge et a entrepris des démarches auprès du PEDIS afin d'acquérir ces sites et de pouvoir procéder à cette plantation de ce matin. Le programme de développement intégré a plusieurs composantes, dont la construction d'un barrage. Et qui parle de construction d'un barrage, il y a
il y a certains plants qui sont éliminés. Donc aujourd'hui, planter des arbres dans le cadre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, c'est une contribution très très significative. 3600 espèces de plantes utilitaires mises en terre sur ce site qui vont contribuer à reverdir l'environnement et améliorer le cadre de vie des populations riveraines du barrage de Samandéni. On est toujours en pleine campagne de reforestation. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici à Samandéni. C'est un grand barrage qui a beaucoup de potentialité sur l'initiative du Bureau national des grands projets pour une plantation sur 5 hectares. C'est de mettre en terre des plants qui dans 10 ans vont donner une autre allure à ceux qui vont venir autour du barrage. Voilà une allure paysagère qui permet de voir qu'au Burkina Faso, en matière de reboisement, on a fait des efforts. Dans l'optique d'offrir au Burkinabé un meilleur cadre de vie, le Bureau national des grands projets du Burkina entend multiplier ses réalisations. Il appelle les populations à se mobiliser et à soutenir les différentes initiatives présidentielles. À présent, la page sport juste après ceci. Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Barakissa, bonsoir à tous. Alors, Afrobasket masculin Angola à 2025, les rencontres des barrages pour accéder au quart de finale sont prévues ce lundi. Les Aigles du Mali sont concernés. Effectivement, les Aigles du Mali sont concernés. Vous allez le voir tout à l'heure sur le petit écran. Les Aigles basketteurs affronteront en barrage le Sili national de Guinée. Le vainqueur aura donc son ticket pour les quarts de finale. Un derby sous-régional qui promet du spectacle. En phase de poule, le Mali a terminé, faut-il le rappeler, 3e du groupe D, derrière l'Égypte et le Sénégal, alors que la Guinée s'est classée 2e derrière l'Angola et le Soudan du Sud. Guinée-Mali ou Mali-Guinée à suivre en direct sur ORTM 1. Eh bien, ce lundi à partir de 15h, une rencontre absolument intéressante sur le papier. Football, à présent, l'actualité, c'est la Supercoupe générale d'Armée Assimi Goïta qui joue sa 3e journée des poules. 4 rencontres étaient au programme. Oui, au stade de Wenzen Koulibaly, Bougouni s'est imposé devant Kita 4-3 au tir au but, au temps réglementaire 2 buts partout. Sikasso a battu Douanza sur le score de 3-0. Du côté du stade Mamadou Konaté, large victoire de Ségou 4-0 aux dépens de Badjangara. Le CNT a gagné 6-5 au tir au but contre Kai, temps réglementaire 1 but partout. Retour en image sur la journée d'hier. Belle entrée en lice de l'équipe de Taouleni qui s'est imposée devant l'équipe du gouvernement 5-3 au tir au but. À la fin du temps réglementaire, le score était de 3 buts partout en seconde heure. Tombouctou a dominé Djoïla 3-0. Notre reporter Salif Ouedraogo revient sur cette journée d'hier. Habitué de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, l'équipe du gouvernement de Bleu et Blanc Vertu se présente avec un objectif clair dans sa première sortie, briller cette année dans cette compétition. En face, une surprenante équipe de Taoudeni pour sa toute première participation a créé la sensation en dominant l'équipe du gouvernement. Les joueurs de Taoudeni plus inspirés ouvrent le score à la 13e minute par Sidi Bokar Arbi. Piqués au vif, les bleus et blancs tentent de réagir, mais butent sur la muraille adverse. À force d'insister, les joueurs du gouvernement établissent la parité dans le temps additionnel de la première période par Djibril Traoré. 1-1 à la mi-temps. De retour des vestiaires, les joueurs de Taoudeni ne tardent pas à prendre le jeu à leur compte. Ils inscrivent un deuxième but par Mohamed Ag Ousmane à la 52e minute. À 2-1, les poulains de Dramale Diallo reviennent encore dans la partie, avec l'égalisation à nouveau par Djibril Traoré qui signe son doublé de la soirée. 2-2, Taoudeni reprend de nouveau l'avantage au score. D'un coup d'œil magique, Abdraman Guiteya délivre une deuxième passe décisive à Baba Hachim à la 65e minute pour le 3-2.
Les joueurs du gouvernement ne baissent pas les bras. Ils s'accrochent et égalisent encore à la 70e minute grâce à un but contre son camp de Ibrahim Tanagawer qui leur permet de remettre les pendules à l'heure. 3 buts partout à l'issue du temps réglementaire. L'équipe de Taoudéni s'impose dans la série des tirs au but 5-3. Toutes mes félicitations pour le Mali, parce que je pense que c'est le Mali qui est en train de gagner. Et je remercie le chef de l'État, chef suprême des armées, pour cette initiative pour tous les Maliens. D'ailleurs, ils se trouvent dans cette situation actuelle. Un appel pour tous les jeunesses maliens pour qu'ils puissent être derrière le chef de l'État, derrière les Mali, parce que le Mali aujourd'hui il a besoin de tous ses enfants soudés derrière notre État pour qu'on puisse gagner. Place au choc des régionaux entre Tombouctou et Dioula. Dès le coup d'envoi, la partie s'anime de part et d'autre. Tombouctou, plus entreprenant, obtient un penalty à la 17e minute, transformé par Aboubakrine Assadek. Les joueurs de la cité des 333 saints accentuent la pression. Malgré la ténacité de ceux de Dioula, ils doublent la mise à la 37e minute par Alassane Ama. Ce score de 2-0 nous conduit à la mi-temps. En seconde période, le feu follet Hassan Ama donne du fil à retordre à la défense de Dioula, bien acculé. Finalement, Mohamed Haïdara aggrave le score à la 75e minute pour la sélection de Tombouctou. Dioula est à sa première participation. L'équipe n'a pas démérité aussi. Et je vois que le talent était là. Mais juste, il faut qu'un meilleur gagne. Et Tombouctou a été le meilleur. Et je félicite les deux clubs. L'équipe de Tombouctou fera sa deuxième sortie le mardi prochain contre l'équipe de Badjankara. Oui, Salifou Ouedraogo, en attendant, le programme de ce lundi prévoit au stade Mamadou Konaté, Koulikoro Kouchala à 16h. Et juste après, Bamako sera face à Nyoro du Sahel. Merci, Kodi Sivi. Alors, vous pourrez suivre juste après ce journal la question d'actualité sur la vision Mali 2063, les perspectives pour un Mali émergent avec 2 experts du ministère de l'économie et des finances. C'est une présentation de Sira Bachili. Demain, 13h, vous serez en compagnie de Abdul Karim Kaba à 20h. Nyanya Alou Traoré sera là pour la grande édition du soir pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.